Vous voyez bien maintenant? Oui, très bien, c'est bon. Oui, d'accord. Bon, par contre, pourquoi ça bouge pas? Ah, c'est bon. Donc, ce webinaire est présenté, organisé par le point de contact national infrastructure de recherche, heu, qui qui est donc coordonné, au ministère, de la Recherche. Donc ici, vous avez 3 personnes. Moi-même, je coordonne ce PCN et j'ai 2 collègues, Amadou Mané et Hélène Veillard, qui vont vous aider, dans cette, aventure européenne. Nous sommes là pour vous aider, pour vous renseigner, pour vous donner les réponses à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez quelques questions ou des difficultés. Euh, je voulais juste vous expliquer un peu ce que c'est une infrastructure de recherche euh, pour qu'on on soit bien clair au niveau de la définition de quoi on parle. Donc, les infrastructures de recherche sous Horizon Europe sont des installations fournissant des ressources et des services qui sont utilisés par les communautés de recherche pour mener leurs travaux et favoriser l'innovation dans leur domaine scientifique. Donc, ces infrastructures doivent être uniques par nature, ouvertes à des usagers externes et essentielles pour atteindre l'excellence dans la recherche et l'innovation. Donc, on parle d'une infrastructure de recherche d'intérêt européen lorsqu'elle est capable d'attirer des utilisateurs de l'Union européenne ou des pays associés, autres que le pays où elle est située. Donc, il y a une grande variété de ces infrastructures de recherche. Ce sont des grands équipements scientifiques remarquables d'une nature unique, comme des grands synchrotrons, par exemple, ou des observatoires. Ce sont aussi des ressources cognitives, comme des collections et des archives scientifiques. Mais ça peut être aussi des infrastructures virtuelles, les systèmes informatiques et les réseaux de communication. Et donc, nous avons, différents types d'infrastructures. Ils peuvent être monosites, ils peuvent être distribués ou ils peuvent être aussi virtuels. Et donc quand vous regardez, le programme de travail infrastructure de recherche, vous verrez que toute cette variété des infrastructures est, considérée dans ce programme de travail. Donc voici le plan de ce webinaire, d'aujourd'hui. Nous avons le plaisir donc d'accueillir nos collègues de la Commission européenne, Agnès Robin, Carmen Marcus et Stéphane Simen. Heu, qui vont nous faire l'honneur de présenter, surtout les 2 premiers points de notre ordre du jour, les orientations stratégiques et la place des infrastructures de recherche dans Horizon Europe et aussi, ils vont nous donner les orientations stratégiques, des 5 destinations dans le programme de travail infrastructure de recherche 2023-2024. Ensuite, nous passons aux présentations des appels, heu et hem et à la fin de notre webinaire, nous allons parler des aspects transverses concernant la soumission des projets infrastructures de recherche. Et donc, effectivement, c'est après le point 3 et après le point 4, nous avons la possibilité de poser des questions, mais aussi, comme je dis, si vous avez des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas de les mettre sur le chat. Donc, sur ce, j'arrête de partager mon écran et j'ai le plaisir d'inviter Agnès Robin pour nous présenter donc c'est le début de ce webinaire. Merci Agnès. Bonjour, bonjour, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais partager mon Parfaitement bien. écran. Oui, Ça a marché tout à l'heure, j'espère que ça va marcher maintenant. Heu, Est-ce que c'est bon comme ça? parfait. Parfait, merci beaucoup. Donc, je m'appelle Agnès Robin, je travaille à la commission à la DG Recherche et Innovation je suis responsable du secteur, infrastructure, de recherche et technologique, donc de la politique sur ce sujet-là. Je vais passer est-ce que ça marche comme ça? Oui, alors là, je vais passer vite puisqu'Elena a bien expliqué de quoi il s'agit. On parle vraiment d'infrastructures d'intérêt européen et là, vous avez juste quelques petites photos en plus, au cas où, pour donner quelques idées de la diversité des infrastructures dont nous nous occupons, dans le programme Horizon Europe.
Ça, je pense que vous savez déjà que dans Horizon Europe, les infrastructures sont dans le pilier 1, qui concerne l'excellence de la science. Néanmoins, nous avons des activités qui sont en lien avec les autres piliers de Horizon Europe, et je reviendrai là-dessus plus tard. Vous avez une indication du budget. Donc, alors je m'excuse, les diapositives sont en anglais et je vais faire ma présentation en français. J'espère que ça ne pose pas trop de problèmes. Donc, l'objectif global pour les infrastructures dans le programme Horizon Europe, qui est notre base légale. Donc, vraiment, là, je parle de notre base légale, c'est de fournir à l'Europe, de renforcer l'Europe via un système intégré d'infrastructures nationales et pan-européennes qui vont aider à couvrir le continuum des besoins depuis la recherche fondamentale, la connaissance, la création de connaissances, jusqu'à la connaissance à des fins de résoudre certains défis sociétaux, des priorités européennes, et aussi le déploiement des technologies nécessaires pour ces infrastructures. Et bien sûr, le support à l'implémentation des politiques sur les sciences ouvertes et le leadership européen au niveau technologique. Donc, on couvre un domaine, donc, comme j'ai indiqué, on est dans le pilier 1, l'excellence scientifique, mais on complémente avec des aspects qui sont liés, en lien avec les priorités européennes plus générales, les différentes politiques européennes et les autres piliers de Horizon Europe. Alors, là on parle du programme de travail 2023 et 2024, comment on a construit ce programme de travail en coopération avec les représentants des États membres et les différents acteurs des infrastructures. Donc d'abord, je voudrais signaler que c'est le même cycle de programmation depuis 2021. Donc on a un cycle de 4 ans avec deux programmes de travail successifs couvrant chacun 2 années. Donc quand je dis que c'est le même cycle, ça a comme impact, c'est qu'on garde la même structure des destinations que je vais rappeler tout à l'heure. Donc on garde les mêmes destinations, on garde aussi plus ou moins l'impact attendu de ces destinations, donc l'impact général de chaque destination. Par contre, on a une grande flexibilité au niveau de ce qu'on espère avoir des différents topics, des différents calls, des différents appels pour atteindre cet impact global. Donc là, ça peut être significativement différent de 2021-2022. Aussi, qu'est-ce qu'on a considéré pour préparer ce programme de travail? Eh bien, on a regardé qu'est-ce qui n'était pas couvert lors du précédent programme de travail, donc des éléments stratégiques ou des éléments du programme spécifique concernant les infrastructures de recherche. On a aussi regardé comment on a pu lancer le programme de travail précédent. Est-ce qu'il y a eu des aspects qui ont bien fonctionné ou d'autres qui ont posé problème? Donc, on a pris aussi en compte les leçons de la première partie du cycle de programme de travail. Et aussi, il y a des aspects qui ont été influencés par des orientations plus générales d'Horizon Europe, et ça correspond aussi à des aspects plus administratifs, dans certains cas, approche plus ciblée, ou au contraire, la requête de revenir à des sujets plus bottom-up, la forme simplifiée des coûts, et d'essayer de réduire la complexité des projets, des appels. Donc ça, c'est un peu la mécanique pour préparer le programme de travail. Donc, comme j'ai indiqué, on garde les mêmes destinations. Je pense que vous les connaissez. Donc, la partie développement, consolidation, optimisation du paysage des infrastructures, le lien, la dimension internationale, la partie service, l'accès avec la fourniture d'accès aux infrastructures, aux différents services et outils et données, la partie technologique, le développement de EOSC et la dernière destination sur la connectivité. Donc pour 2023-2024, quelles sont les priorités
principales de façon générale. Donc, on souhaite continuer à consolider l'existant, donc les infrastructures en place, et aussi avoir des opportunités pour développer, si nécessaire, de nouvelles infrastructures pour donc en soutien des ruptures scientifiques qu'on ne peut satisfaire avec les infrastructures existantes, ou alors pour répondre à des nouveaux défis ou mieux répondre à des défis existants. Et on cible en particulier le domaine de la santé, de la transition digitale et la transition verte, en particulier en lien avec le pacte européen, pacte vert européen. Notre cadre politique, c'est aussi l'espace européen de la recherche. Donc, nos activités sont en grande partie guidées par l'objectif de développer et de renforcer l'espace européen de la recherche, avec un accès aux infrastructures, la mobilité de la connaissance des chercheurs, l'accès à l'excellence, aux infrastructures, de rendre l'espace plus attractif au niveau européen, aussi dans la compétition globale. On souhaite aussi vraiment augmenter la capacité de résistance des infrastructures, en particulier donc de résilience des infrastructures dans le contexte de crise telle que la pandémie qu'on a du Covid, aussi les différentes crises telles que l'énergie. Une priorité qui reste très importante, c'est la contribution aux politiques de sciences et données ouvertes, et donc cela concerne tout particulièrement EOSC. Bon, la connectivité, j'ai déjà mentionné, comme exemple, nous avons Giant. D'autres priorités cette fois-ci, donc c'est un peu plus en lien avec refaire le lien dans le contexte de l'espace européen de la recherche. On cherche maintenant à augmenter l'impact et en particulier l'impact sur les autres politiques européennes, de l'Union européenne. Donc ça concerne les aspects environnementaux, notamment les défis mondiaux, les défis sociétaux et économiques. Donc ça, c'est l'espace européen. On cherche aussi à mieux contribuer au développement local et régional, en particulier en lien avec l'implémentation des Smart Specialization Strategies. Toujours aussi le développement de technologies pour les infrastructures et aussi favoriser l'innovation et bien sûr la dimension internationale des infrastructures européennes. Donc ça, c'est les priorités en général pour 2023-2024, certaines étant d'ailleurs communes au cycle, au programme de travail précédent. Pour aller un peu plus en détail, donc pour 2023-2024, on continue à faire le soutien au développement de nouveaux concepts d'infrastructures européenne pour préparer les prochaines générations d'infrastructures. Et on a introduit, donc on cherche toujours à adresser les besoins de la science fondamentale, de l'excellence, des découvertes, de favoriser les nouvelles connaissances, mais aussi on a introduit en 2023 une approche plus ciblée. Et donc pour 2023, ce sont les cohortes médicales, mais ce sera détaillé plus tard, je pense. On souhaite aussi favoriser, accélérer l'implémentation ou le chemin vers l'implémentation des infrastructures qui sont rentrées dans la roadmap en 2018. Donc, c'est toujours dans le contexte de l'espace européen de la recherche. Pour ce qui est de l'existant, on veut bien sûr consolider et optimiser le paysage des infrastructures européennes. Et donc là, on a une approche à la fois individuelle, soutien individuel à des infrastructures européennes, notamment celles dans la roadmap ESFRI et les ERIC, pour améliorer leur durabilité, leur pérennité à long terme, et aussi favoriser leur capacité à adresser les défis, à répondre aux priorités politiques de l'Union européenne et aux besoins de l'industrie européenne. Donc ça, c'est l'approche pour cibler pour une infrastructure. On cherche aussi à améliorer les synergies, les complémentarités et éventuellement le développement de services communs entre les infrastructures,
ou si c'est une option qui peut être retenue dans certains cas, carrément la fusion d'infrastructures existantes, donc avec l'objectif de réduire la fragmentation et la multiplication des efforts. On a aussi comme objectif de faire le suivi et d'améliorer, de contrôler l'implémentation du règlement ERIC. Et là, donc, l'approche a été de ne pas avoir un appel classique, mais vraiment de cibler les ERIC eux-mêmes. Donc, c'est sorti de nos appels classiques et c'est un appel à soumettre une proposition directement aux ERIC en place. La dimension internationale, donc par rapport à 2021 et 2022, on continue à cibler l'Afrique et l'Amérique latine pour la coopération internationale, mais on va faire plus concret, plus ciblé. Donc pour l'Amérique latine, on se base sur des roadmaps, des priorités qui ont été définies dans les activités précédentes. Et pour l'Afrique, on renforce un aspect qui avait été préparé dans des projets précédents, en particulier sur l'observation pour l'environnement et le carbone. Et on continue à apporter un soutien aux événements, aux conférences en lien avec organisées par les présidences et en lien avec les infrastructures pour la visibilité notamment et le développement des politiques, le renforcement des politiques sur les infrastructures européennes. Au niveau de l'accès, donc on a toujours cette approche où on va ajouter à l'aspect plus bottom-up, c'est-à-dire curiosité, développement de la connaissance, etc. On a, comme dans le précédent programme de travail, on va continuer à renforcer l'approche ciblée pour répondre aux défis sociétaux en particulier. Et on va essayer d'améliorer, optimiser les services offerts par les infrastructures, que ce soit pour l'approche ciblée ou l'approche plus bottom-up. Une caractéristique qu'on maintient dans cette partie du cycle 2023-2024, c'est qu'on cherche à intégrer dans le même projet différents types d'infrastructures, essayer de réduire les barrières entre les différents réseaux d'infrastructures similaires ou complémentaires qui avaient été soutenues en particulier dans Horizon Europe. Donc vraiment d'avoir une approche plus forte d'intégration. Alors bien sûr, le défi, c'est de définir des consortiums, des consortia appropriés, avec trouver la bonne balance entre les bénéficiaires et l'implication de parties tiers dans ces projets. Donc pour la construction du programme de travail, j'ai mentionné qu'on regardait par rapport à notre base légale Horizon Europe et le programme spécifique, est-ce qu'il y avait des aspects qu'on n'avait pas encore couverts, et c'est le cas dans notre base légale, nous faisons référence au programme CoFond pour la fourniture de l'accès, ça n'avait pas encore été implémenté, donc c'est chose faite avec 2023-2024 où on introduit un appel à ce niveau-là. Pour mémoire, je pense que ça va être rappelé, mais dans les projets accès, contrairement à Horizon 2020, vraiment la priorité, c'est la fourniture de l'accès, des services, des données en ligne, l'accès virtuel, physique ou à distance. Donc, on n'a pas vraiment de part importante de développement ou d'amélioration des services. Néanmoins, il est possible d'améliorer les services jusqu'à un certain point, sachant que le résultat de ce développement doit être, donc c'est un développement, je dirais, incrémental, le résultat doit être rendu accessible d'ici la fin d'un projet. C'est-à-dire que vous ne lancez pas des développements à long terme, il faut que ce soit des développements à court terme dont on voit le résultat et qui soit accessible aux utilisateurs dans le courant du projet. Et un point aussi à prendre en compte, c'est que vous devez prévoir la pérennité de ces services. Il ne s'agit pas de faire de la recherche pour développer de nouveaux services si on n'a pas une certaine garantie que ces services seront maintenus, notamment après la fin du projet en cours.
Au niveau technologique, eh bien, il s'agit d'améliorer ou de développer des instrumentations appropriées dont on a besoin. Donc, c'est l'instrumentation, c'est aussi tous les outils, les méthodes pour avancer l'état de l'art des infrastructures. Et vraiment, cela doit répondre à des besoins spécifiques des infrastructures européennes, en particulier celles identifiées par ESFRI et les ERIC, afin de mieux servir les besoins en recherche et développement, recherche et innovation, couvrir des nouvelles domaines de recherche ou alors d'élargir la communauté des utilisateurs. Il y a aussi le souhait d'adresser des problèmes plus complexes. Donc, c'est en particulier dans le contexte des digital twins. Et là, je voudrais faire le lien avec donc c'est Horizon Europe en particulier va contribuer à des aspects recherche liés à un autre programme, Digital Europe, et en particulier Destination Earth. Donc, ça fait partie des sujets qui sont abordés dans ce cycle de programme de travail. Donc, j'ai bien mentionné que les infrastructures c'est le soutien dans le pilier 1, mais on attend des infrastructures qu'elles collaborent et qu'elles contribuent aux activités des autres piliers. Alors, j'ai un peu fait un peu j'ai essayé de trouver des exemples dans les autres programmes de travail qui viennent d'être publiés pour en particulier 2023. Donc là, c'est vraiment une sélection. J'ai juste regardé le cluster 6 et le cluster 4 pour la santé. C'est vraiment des exemples. Donc, comment les infrastructures peuvent être partie prenante des activités des autres piliers. Alors, ça peut être. Là, j'ai pris des exemples où, nommément, dans les appels, dans les topics, dans les sujets qui sont demandés, il y a une référence aux infrastructures. Mais ça ne doit pas être une condition pour vous inciter en tant qu'infrastructure à être partie soit des consortiums qui vont répondre à des appels, soit à collaborer avec des projets qui ont été sélectionnés. Donc là, j'ai des exemples où on s'attend, où on demande même, ça peut être dans certains cas nécessaire, la collaboration avec les infrastructures européennes existantes. Et donc, le type de collaboration et de contribution peut être très divers. Ça peut être vraiment participer à des activités importantes des projets. Par exemple, s'il y a des développements de capteurs, de méthodes, d'outils dans ces projets de recherche, de par leurs expertises, les infrastructures ont leur place en tant que partenaires technologiques. Dans certains cas, dans certains sujets, là, je vois, j'ai mis quelques exemples, par exemple, dans les programmes COFONT, il y a des activités qui ciblent carrément les infrastructures de recherche. Donc, il y a l'exemple du partnership pour l'accélération de la transition des systèmes dans l'agriculture avec l'agroécologie, les living labs et les infrastructures de recherche. Donc là, clairement, les infrastructures ont un rôle à jouer. Il y a un certain nombre d'infrastructures qui, je sais, sont déjà en contact avec le partnership. Donc, il y a directement des activités pour améliorer les services fournis des infrastructures, améliorer la coopération entre les différents acteurs, les différentes activités. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Dans certains cas aussi, il y a un développement par exemple au niveau global, donc la recherche sur les exposomes. Donc on sait qu'on a des infrastructures en développement et donc il est explicitement mentionné qu'on doit collaborer avec les infrastructures dans le cadre de cette action de coordination. Donc, la participation dans les différents piliers de Horizon Europe, ça peut être une simple contribution par l'expertise, la participation à une contribution technologique. Ça peut être aussi, on sait que les infrastructures sont des grands fournisseurs de données, ont l'expertise pour la gestion, les standards sur les données. Et donc, là, c'est mon dernier exemple où on invite le projet à s'appuyer sur les compétences existantes dans le cadre des infrastructures.
je vois que je n'ai plus... dans certains cas, la coopération avec les projets, ça va être aussi... un projet de recherche va développer des activités, des services, des outils. Et le rôle de l'infrastructure, ça peut être de développer, de pérenniser les services, l'accès à des modèles qui ont été développés dans le cadre de projets. Donc, c'est vraiment différents niveaux de participation. Là, les exemples que je donne font explicitement référence aux infrastructures, mais ça ne doit surtout pas être une limitation dans vos domaines respectifs en tant que partenaire ou en tant qu'infrastructure. Vous connaissez les priorités scientifiques, vous connaissez les appels en cours en lien avec le domaine de vos infrastructures. Donc, n'hésitez pas à approcher les propositions, les consortiums en cours de formation pour répondre aux appels, parce que vous avez un rôle à jouer à différents niveaux. Donc ça, c'était ainsi, je pense, un point important. Et je crois que je vais... alors, je vais je vais arrêter de partager mon écran parce que c'était mon dernier slide. Je voudrais juste dire, avant de terminer, dire 2 mots sur... parce qu'en discutant avec Elena sur le contenu de la présentation, il y avait quelques questions qui se posaient sur... Donc, dans les infrastructures, on connaît bien les ERIC, mais récemment, le Conseil a adopté un programme politique pour 2030, Path to the Digital Decade. Et donc là, il s'agit de développer les compétences digitales, investir dans le digital au niveau européen. Et investir dans le digital aussi, il est question d'infrastructures digitales, donc des investissements assez lourds. Il ne s'agit pas d'investissements mineurs, c'est vraiment des investissements très lourds au niveau national, mais aussi en lien avec les priorités européennes et dans certains cas, quand le niveau national n'est pas suffisant, des projets impliquant plusieurs pays. Donc, dans ce Path to the Digital Decade, on attend de chaque État membre de soumettre une roadmap stratégique au niveau national sur la décennie digitale, et donc d'identifier les priorités et dans certains cas, au-delà des projets nationaux, quand c'est nécessaire, de développer des projets impliquant plusieurs États membres, plusieurs pays. Donc, pour investir en tant qu'infrastructure, vous savez que pour investir à plusieurs pays dans des projets coûteux, il est bon d'avoir un cadre légal approprié. Donc, c'est pour ça qu'en particulier pour les infrastructures, on a créé le règlement ERIC, donc cet outil, ce cadre légal pour créer des nouvelles infrastructures. Là, dans le contexte digital, l'ERIC peut être approprié, mais si l'objectif va au-delà de la recherche et s'il est en particulier nécessaire d'avoir aussi de favoriser l'investissement avec des entités privées, donc il y a la possibilité d'utiliser un autre outil, un autre cadre légal qui s'appelle EDIC, qui s'est d'ailleurs inspiré de l'ERIC, donc c'est pour ça que le nom est assez proche, European Digital Infrastructure Consortia. Donc, je vais juste mentionner quelques aspects qui le diffèrent de l'ERIC. Donc, d'abord, c'est pour des projets uniquement investissement significatif dans le domaine digital et a priori qui sont au-delà du domaine de la recherche. Donc, c'est vraiment l'infrastructure digitale couvrant des objectifs beaucoup plus larges que des projets, que la réponse aux besoins en recherche. Au niveau du membership, de qui peut être membre de cet EDIC, donc il y a minimum, il doit y avoir 3 États membres.
Donc, c'est un peu différent de l'ERIC où c'est au moins un État membre et éventuellement deux États associés au programme européen de recherche. Donc là, c'est un minimum 3 États membres. L'autre différence, c'est que c'est ouvert donc aussi à des pays tiers, des organisations internationales, mais aussi des entités publiques ou privées qui peuvent être membres d'un EDIC. Néanmoins, dans ce cas-là, les États membres gardent la majorité des droits de vote dans l'Assemblée des membres. Aussi, une petite différence que je voudrais mentionner, c'est que dans ce contexte-là, la Commission a un rôle spécifique, c'est-à-dire qu'elle participera aux délibérations de l'Assemblée des membres sans avoir des droits de vote. Mais néanmoins, lorsque l'EDIC est en partie financé avec des financements européens du programme de l'Union européenne, alors la Commission a un droit de veto dans ce contexte-là. Donc là encore, on fait le lien un peu entre les différentes priorités entre Horizon Europe et Digital Europe et ces investissements dans le domaine digital. Et je crois que je vais terminer là. Et s'il y a des questions, bien sûr, je vais essayer de répondre. Je voudrais juste mentionner aussi que pour la partie EOSC, c'est mon collègue de la Connect qui va couvrir cet aspect-là. Merci. Merci beaucoup, Agnès. C'était très intéressant et très instructif. Donc, effectivement, on espère que tu restes un peu avec nous pour les questions éventuelles. Je pense qu'on va peut-être donner la parole maintenant à Stéphane pour qu'il continue dans cette présentation du programme de travail. Et après, si nos participants ont des questions, comme je dis, n'hésitez pas à mettre vos questions sur le chat, on va essayer de répondre à vos questions. Donc, Stéphane, the floor is yours. So I just wanted to say that Stefan will make the presentation in English. And as all the people are supposed to speak English, at least because they are making their applications for the European projects. So normally it shouldn't be a problem. Thank you, Stefan, and the floor is yours. Thank you. Yes, sorry for speaking English, but it's better for me too. Yes, can you just quick check? You can see my slides? Yes, perfect. Thank you. Okay, good. Quick to introduce myself. My name is Stefan Siemen. I'm from Connect. Within the European Commission, we are located in Luxembourg, not in beautiful Brussels, but it's we are working very closely with RTD on the European Open Science Cloud. And I want to give you in the next 5 to 10 minutes a bit of background about the European Open Science Cloud. You saw it is a big part for us as part of the infrastructure calls. It's something really key for us to develop for researchers in Europe. So EOSC for us is part of the European data strategy. The European Commission wants to build Europe-wide a market for data, a playing field in which data can freely be exchanged, businesses can build on it, but also research can build off it. As part of the strategy to make data more available and spread across Europe, there is the idea of creating data spaces. Data spaces will bring together relevant data and applications and services. Most data spaces which will be created are very thematic. So there will be a Green Deal data space for climate weather data. There will be agriculture data space. There will be a health data space. But there will be also the European Open Science Cloud, and that is actually a cross-thematic data space. So it's very special to the other data spaces, that it will really try to cover data from all different thematic areas and really support research across these different areas. So EOSC is part of this strategy. And before I go into detail of EOSC, I want to talk a little bit about data spaces. Data spaces are very important for us, as I said, to create spaces which are
controlled, have clear governance, assess control is open, transparent, and can be accessed. It should follow the EU values and respect the rules and laws. So this is very important for us, especially when it comes to personal data, GDPR, all these guidelines, which we're not guaranteed with international partners like in China or in the US. We want openness. Openness of data does not mean everything is freely available, but it should be accessible to the users who want to, and there should be clear way of finding data. So very important are the FAIR principles, which hopefully will ensure interconnectivity, interoperability between the services. So there's a big emphasis that all these data spaces, including the European Open Science Cloud, will follow these principles. One thing very interestingly is we believe, while there is a lot of policy matters, there's also, you see the last in the bottom, technical data infrastructure. We also believe we need to do some technical work to work together and make this work. And that is where something we call the smart middleware comes in. This is something we are creating, which we hope all data spaces will have to adapt to make interoperability easier. But we're also hoping that other research infrastructure across Europe, possibly international, will adapt this smart middleware, and that will make interoperability much, much more possible between these different players. So EOSC, the European Open Science Cloud, will also adapt this smart middleware called Simple. This is something still which procurement is started. I put a link here on the slides for that. If you want more information, don't hesitate to contact us. But this is something which is still developing, similar to EOSC. All these data spaces, we are starting now. Everything is created over the last year or two. So everything is quite new and building up. So please don't hesitate to contact us. And to support these new data spaces, but also other research infrastructures who want to be part of the data spaces, there is a data space support center, which was started in November, a month ago, by the European Commission, part of the DEP program. The link is not, it's a link will be in the slides for that. Please look out for that. So if you have question about data spaces, how to connect to them, what they will cover, this support center is your contact point if you're interested. Coming back to the European Open Science Cloud, the European Open Science Cloud is actually also special as a data space, not just because it's across disciplines. It's also because we want to actually not create a known infrastructure. We want to connect existing infrastructures. So regional research infrastructure already existing in countries like France, like Germany, we want to connect and make interoperability between each other. To do that, we had already various projects. This is a slide from EOSC Future, one of our Horizon 2020 projects, coming up with a reference architecture of how we want to build it. You see, it's all building on top of a core. They call the EOSC core. This EOSC core provides all the services which are needed for services to be federated. So there will be authentication, there will be catalog services which research infrastructures can make use of to find other resources or access other resources in the EOSC, which are federated to the EOSC. On top of the core is the EOSC Exchange. These are horizontal services which go across. So you can imagine you have research infrastructures in France, Germany, Spain, Italy being connected to EOSC. And these horizontal services will allow you to access data and services across countries on these different research infrastructures. On top of that, as I said, it's interdisciplinary, the European Open Science Cloud, but we know that
every discipline has their own special requirements on software, standards, data access. So there will be some specific thematic resources, of course, which are tuned to the specific disciplines. That will be on top. Supported at the site, we will have support activities here in yellow. And we have an interoperability framework. As I said, if we want to federate across Europe with all these different research infrastructure, interoperability is key. Simple, what I just mentioned, will be one part of it. But of course, there is more. There is about conventions and governance, data management has to be all part of that. To build this EOSC, what we plan is we're in preparation of running a procurement from the European Commission to not build all of it, but to start building a minimum, what we call a minimum viable EOSC. And that will have the core so that the federations can be built. It will have some of the horizontal services, very basic ones, but it is to demonstrate how these services will be built. These will be further improved with research projects over time, helping us to build more of these horizontal services. And it will start and support the interoperability framework. And of course, it will start the support activities so that for partners wanting to join EOSC, scientists who want to use the EOSC can be supported with these activities. Unfortunately, the procurement, because it's ongoing, I cannot say more than what's on the slides. You will have the slide for all the details. The procurement is about to come out. It will have overall 35 million euros as a budget. It will run first instance for 3 years. In this 3 years, we hope to build this core, establish a first exchange and start federating with research infrastructures and of course collecting a critical mass of scientists, because all this cloud has to be, the purpose has to be for the scientists. You will hear about, I think Volker will present some of the research calls for EOSC. So the procurement will establish the core, and the research calls for the next 2 years will support this establishment of the core by bringing in user feedback, bringing in aspects like data security and also interoperability. So this is all what I had to say now. That is from the EOSC. I hope that gave you a bit of a background on the EOSC itself and what we're trying to do. Thank you. Thank you, Stefan, very much. It was very, very interesting and very instructive, and I'm happy that you made this broad presentation to our participants, and also thank you, Agnes, for this great introduction. So I repeat once again to our participants, we have our colleagues from the European Commission, Agnes and Stefan. So if you have questions, do not hesitate to put your questions on the chat. And actually, what Agnes said about our Horizon Europe destinations will be developed by our contact points, Hélène and Amadou later on. And concerning EOSC, you know that in our ministry we have an expert on EOSC, is Volker Beckmann, who will also take the floor later on and will present the calls on EOSC. So now I think we don't have a lot of time. I see there are no questions on the chat, so I'm happy to say that let's go to the next point with the presentation of the 18 calls of work program 2023. I will share my screen now, and I will give the floor to Hélène Veillard. Well, let me share the screen first. Alors, on voit ton... Hop, voilà. Parfait. Okay, c'est bon? C'est bon, oui. Parfait. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, bon, eh bien c'est parfait. Et alors, je vais
Voilà, à voir. Merci beaucoup pour ces présentations. Donc maintenant, nous allons aller vous présenter un peu plus donc les appels à projets du programme 2023, hein, du programme de travail 2023-2024. Donc sur le programme de travail 2023-2024, il y a 30 appels hein, qui sont prévus, dont 18 en 2023. Donc ces appels 2023 sont déjà ouverts et la date de clôture a été fixée au 9 mars 2023. Alors, je vais donc maintenant, donc voilà, ces 18 appels 2023 sont répartis entre les destinations, hein, qui sont les mêmes que 2021, donc que le programme cadre précédent. Et donc, je vais vous présenter maintenant les appels InfraDev 2023. Alors, slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, juste alors en préambule, de cette présentation des appels 2023. Nous allons ici vous donner un aperçu très rapide de ces appels à projets. Et afin que vous ayez voilà, une vue d'ensemble de ce que c'est que les appels 2023. Le plus important est vraiment que d'aller voir, donc si l'un de ces appels vous intéresse, d'aller voir le programme de travail qui est à disposition sur notre site et d'aller voir en particulier, donc comme ce qui a été mentionné précédemment, le contexte global de politique donc, qui est indiqué dans le programme de travail, le contexte aussi de la destination et aussi pour chacun des appels, donc chacun des appels est structuré toujours à peu près de la même manière, enfin pas à peu près d'ailleurs, toujours de la même manière. Vous avez les conditions spécifiques qui peuvent vous donner les conditions d'éligibilité un petit peu supplémentaires, dans lesquelles on ne va pas rentrer dans le détail ici aujourd'hui, donc c'est vraiment très important d'aller voir ces conditions d'éligibilité supplémentaires. Et vous allez avoir aussi dans le texte de l'appel les expected outcomes qui sont également très importants, qui sont les résultats attendus à la fin du projet, hein, ce à quoi le projet doit contribuer, et notamment en termes de politique publique de la Commission européenne. Et puis, vous avez aussi dans le texte de l'appel ce qui est mentionné comme le scope, donc les types d'activités qui vont pouvoir être menées au sein des projets. Ce préambule étant fait, donc voilà, vous aurez une présentation très rapide de chacun de ces appels. Alors pour InfraDev, il y a ce premier appel qui est Dev 0101. Donc là, on est dans le développement du paysage des infrastructures. Et donc, comme ce qui a été mentionné précédemment, c'est un projet qui doit permettre le développement d'un concept d'infrastructure de recherche, mais sur un topic, une thématique particulière, contrairement aux appels précédents de développement de concept. Donc là, on est sur le développement d'une infrastructure de recherche concernant les grandes études de cohorte médicale. Donc, il s'agit donc vraiment sur la base de l'existant. Donc, la base de l'existant signifie que dans les précédents programmes de l'Union européenne, il y a eu l'Europe a déjà investi beaucoup dans différents types de cohortes d'études. Et il s'agit donc avec ce projet de pouvoir faire une infrastructure de recherche qui intègre toutes ces études de cohorte médicale de manière harmonisée et intégrée. Alors, les 4 appels suivants, donc je vais plutôt passer assez rapidement sur certains des appels et me focaliser sur d'autres. Donc, les 4 appels suivants doivent permettre en fait la consolidation du paysage des infrastructures de recherche. Donc, sur ce second appel 2023 de la destination InfraDev 0102, cet appel doit permettre à la Commission européenne de soutenir la phase d'implémentation des projets ESFRI qui sont entrés dans la roadmap donc ESFRI en 2018. Donc vous voyez qu'il y a 5 infrastructures de recherche qui sont ciblées ici, dont Disco, ERI, Elter, Ibisbar et Metrofood. Et donc, cet appel à projet doit permettre à ces infrastructures de recherche qui sont rentrées dans la feuille de route en ESFRI en 2018. Ces infrastructures, à la fin du projet, doivent être implémentées et commencer leur opération afin de fournir des services à leur communauté. Donc, il y a tout un ensemble d'activités qui sont proposées en fonction, qui sont à voir en fonction en fait des goulots d'étranglement qui ont été identifiés par chacune de ces infrastructures. Alors,
le prochain appel, donc l'infradev 0103, est un appel qui est plutôt donc là un peu nouveau, donc qui a déjà été, donc on a vu donc évoqué par Madame Roma donc dans la présentation précédente. Donc cet appel DEV 0103 doit permettre donc la consolidation du paysage des infrastructures de recherche, et là ça doit permettre d'apporter un soutien individuel pour l'évolution et la durabilité à long terme des infrastructures de recherche pan-européennes. Donc là, on voit que les conditions d'éligibilité, donc il y a une condition d'éligibilité spécifique, qu'il y a donc qui est qu'il y a au moins un des landmark Esfri ou un ERIC au sein des consortia qui seront donc au sein des 10 projets qui peuvent être financés. Et une autre spécificité de l'appel, c'est que le taux de financement est à hauteur de 80% des coûts éligibles. Donc ça signifie que les 20% restants doivent être apportés par les partenaires de manière, voilà, pardon, excusez-moi, j'ai cru que j'avais perdu la connexion. Donc, les 20% donc, doivent être apportés donc, par les partenaires, ce qui nécessite un engagement assez important de la part des infrastructures. Ces 20% pourront être distribués de manière, voilà, doit être pas forcément égal entre les partenaires, mais ça doit être très bien expliqué au sein de la proposition, et donc doit faire l'objet de nombreuses discussions en amont entre les partenaires. L'idée ici, donc, c'est de, vous voyez, donc il y a plusieurs types d'activités qui sont possibles. Donc des activités qui visent à assurer la durabilité à long terme des esprits landmark ou des ERIC, donc élargissement des membres, élargissement de la base des pays participants, de renforcer la coopération internationale, de réviser les plans de financement, de développer des compétences managériales et techniques des personnels des infrastructures, structuration, renforcement des nœuds nationaux. Il est également possible dans ces projets d'avoir de financer l'élaboration de solutions qui permettent de se remettre des conséquences de la pandémie du Covid-19. Donc là, par exemple, d'augmenter ou d'améliorer les accès en ligne à distance. Et puis, il peut y avoir aussi des activités de réorientation ou d'évolution qui permettent de combler les lacunes du paysage de l'infrastructure. Donc, relever des nouveaux défis de recherche aux sociétaux, on le voit encore, servir de nouvelles communautés d'utilisateurs, ou encore augmenter, améliorer la capacité des services, intégrer des nouvelles ressources et installations. Donc, on voit que les projets doivent être construits autour de ce soutien individuel, des landmark Esfri ou des ERIC, mais il est possible d'avoir d'autres types d'installations ou d'infrastructures qui se greffent au projet. Alors, pour l'appel suivant, donc DEV 0104, on est également dans la consolidation du paysage des infrastructures, mais au contraire donc de l'appel précédent qui était du soutien individuel, donc individuel à une infrastructure de recherche. Là, cet appel à projet doit permettre justement le développement de complémentarité, de synergie et d'intégration entre plusieurs set d'infrastructures de recherche pan-européennes. Donc on est là encore en train de donc comme ce qui avait été présenté, de pouvoir renforcer le paysage des infrastructures en permettant aux infrastructures de se regrouper. Ce qui signifie aussi qu'il y a une condition d'éligibilité supplémentaire qui est que les consortia vont devoir présenter au moins vont devoir inclure au moins 2 landmark Esfri ou ERIC. Et donc là, on est quand même sur du 100% en termes de financement, mais on voit bien du coup que l'idée, c'est la complémentarité, c'est de renforcer la complémentarité entre ces infrastructures. 2 types de propositions sont possibles, donc vous voyez avec des montants qui sont assez différents. Alors, sur ces 2 options, il n'est pas possible de choisir les 2 options, il va falloir faire un choix entre intégration opérationnelle et faisabilité et planification d'une fusion entre infrastructures. Donc l'intégration opérationnelle, la première option, c'est le développement de complémentarité, de synergie entre les infrastructures. Afin donc d'optimiser le fonctionnement du paysage des infrastructures. Donc là, on va être plutôt sur des accords pour le partage de services, la mise en place aussi de programmes de formation, par exemple.
Et donc là, on s'adresse plutôt à des infrastructures de recherche qui ont déjà commencé à collaborer, par exemple, et qui souhaiteraient continuer cette collaboration, la renforcer. Sur la deuxième option, donc, qui concerne la faisabilité et la planification d'une fusion entre infrastructures, donc on voit qu'on est dans une autre dimension hein, de lien entre les infrastructures. Et donc là, c'est pour le développement d'un concept d'infrastructure fusionnée, donc dans les formes de sa gouvernance juridique. Et donc on voit que là, la fusion est, enfin, donc le lien est beaucoup plus fort. Alors, donc pour l'appel suivant, donc InfraDev 0105, donc là, et donc on est aussi dans un nouveau type d'appel hein, qui concerne donc pareil, hein, le renforcement du paysage des infrastructures de recherche, mais plutôt, on va dire, à long terme et dans le cadre des communautés aussi, hein, voilà, qui ont été constituées. Donc là, l'idée, c'est que la Commission européenne hein, a identifié le besoin, dans une temporalité plus longue, d'avoir une approche plus coordonnée, en tout cas du développement du paysage des infrastructures, et notamment du développement des technologies et des services par les différentes communautés. Qu'est-ce qu'il y a besoin de développer en tant que communauté dans le futur, et voilà, de déterminer les besoins spécifiques scientifiques qui vont émerger. Donc, on voit qu'il y a 3 types d'activités hein, qui sont proposées. Donc, les propositions doivent d'abord analyser les évolutions et les tendances scientifiques à long terme dans le domaine scientifique. Donc là, on voit aussi que c'est lié au cluster ESRI. Dans le domaine choisi, il s'agit aussi d'identifier les besoins futurs hein, en infrastructure pour les technologies et l'innovation, identifier les lacunes en matière de services par rapport aux défis scientifiques et aux priorités politiques, et aussi définir les plans ou les feuilles de route communs hein, pour les technologies et services futurs des infrastructures. Donc, 3 types d'activités, et la Commission européenne s'attend à ce que vous traitiez dans les propositions ces trois types d'activités, puisqu'il y a une certaine cohérence entre ces 3 types d'activités qui doit permettre d'arriver vraiment à une stratégie commune au sein de la communauté. Donc voilà, ce qui est attendu aussi, c'est que les propositions soient construites sur des collaborations qui existent déjà. Hein. Les propositions sont donc basées sur des consortia un peu thématiques qui existent déjà au travers des esprits clusters, mais il est également attendu qu'il y ait une coordination et un dialogue avec d'autres communautés individuelles qui seront soutenues dans le cadre de cet appel. Voilà, afin que il y ait une vue plus globale hein, des besoins de la part des infrastructures de recherche. Alors, les 2 appels suivants donc concerne le renforcement de la coopération internationale, donc comme des infrastructures de recherche, hein, toujours évidemment. Donc, comme il a été mentionné, il y a un premier appel qui concerne l'Amérique latine. Donc, cet appel s'inscrit aussi dans un contexte qui est évidemment, comme l'a mentionné Agnès, très particulier, qui est celui d'un groupe de travail sur les infrastructures de recherche qui a été établi dans le cadre du dialogue entre l'Union européenne et la CELAC, qui est la communauté d'États latino-américains et caraïbes. Et donc, ce groupe de travail a identifié des thématiques prioritaires hein, pour des collaborations interrégionales, c'est-à-dire entre laboratoires et infrastructures de recherche qui sont déjà en activité. Donc, vous avez listé les 5 domaines thématiques qui sont l'énergie, santé, biodiversité et changement climatique, sécurité alimentaire et technologie de l'information et de la communication. Donc maintenant, à partir de ce groupe de travail, il s'agit pour la Commission européenne d'offrir des financements à ces laboratoires et ces infrastructures donc, qui ont déjà des gouvernances, et pour améliorer la collaboration entre les infrastructures de recherche respectives, ainsi que l'impact dans les régions donc respectives et sur le long terme. Donc voilà aussi 2 types de propositions qui sont possibles. L'appel suivant, donc concernant la coopération internationale, donc doit permettre voilà, d'améliorer, de renforcer la dimension internationale des infrastructures de recherche ESFRI et ou ERIC. Donc, nous avons une condition d'éligibilité aussi qui est d'avoir au moins un ESFRI Landmark et ou ERIC, donc encore cette condition d'éligibilité.
Et donc là, l'idée avec cet appel, c'est de soutenir la coopération des infrastructures de recherche pan-européennes avec leurs homologues internationaux. Et donc, les propositions porteront en particulier sur une viabilité à long terme des activités conjointes, des possibilités en termes d'accès et de partage des données qui peuvent être offerts aux scientifiques européens, la garantie d'une interopérabilité et d'une portée mondiale, et la conclusion d'accords internationaux ou encore le lancement d'initiatives pilotes en matière d'accès, l'échange de bonnes pratiques entre les communautés d'utilisateurs et les gestionnaires d'infrastructures. Donc on voit là aussi que ces propositions doivent porter sur les objectifs et des gouvernances partagées, et donc sur des critères élaborés par le Group of Senior Officials and on Global Research Infrastructures. Enfin, le dernier rappel, donc Dev 0108, sur lequel je ne vais vraiment pas du tout m'attarder, donc qui concerne le soutien à la phase de préparatoire des appels qui ont des projets d'infrastructures qui ont intégré la feuille de route en 2021 et qui n'ont pas eu de financement dans les programmes 4 précédents. Et donc là, on s'adresse à des infrastructures en particulier, donc qui est notamment Marine Énergie. Voilà, j'en ai fini pour la partie infradev et je laisse la parole à Volker pour la partie infra-EOSC. Merci beaucoup. Merci Hélène. Volker, tu peux partager ton écran en fait. Je ne sais pas si Volker nous entend. Oui, ça prend Ok. Parfait. les demandes de... Ah, où est-ce que je dis que c'est moi qui partage? Tu veux que je Non, partage? non, mais Non, c'est j'ai une question update driver. Je ne veux pas faire ça. Voilà. Alors, Non, je suis là. Voilà. D'accord, parfait. Ok, merci. C'est visible? Oui, très bien. Oui, parfait. Alors, il y avait déjà beaucoup d'informations à travers de Stéphane et sur la partie EOSC. Je veux seulement souligner un aspect très important, je crois. Si vous êtes en train de réfléchir, de proposer quelque chose pour infra-EOSC, ça c'est les faits, et ça c'était déjà mentionné par Stéphane, ça c'est pas un programme pour créer les nouveaux services, les nouveaux infrastructures. Ça c'est vraiment pour connecter les données, les services et infrastructures existants. Ça veut dire, normalement, le but des appels, c'est vraiment d'augmenter la utilisabilité de cet aspect de notre paysage Open Science en Europe. Alors, de connecter services existants ou avec les questions, qu'est-ce qui est nécessaire comme couche intermédiaire pour connecter, pour améliorer la situation ou, par exemple, pour créer les coordination au niveau européen. Et je crois que ça, c'est très important. Ça, c'est aussi, comme Hélène a dit, c'est toujours nécessaire de regarder qu'est-ce que sont les impacts de vos propositions sur le paysage. Et ça, c'est une question clé si vous voulez répondre à ce type des appels. Stéphane a déjà mentionné le EOS Procurement Action qui fait partie de ce travail. Et j'espère que nous avons le lancement de cet appel avant fin 2022. Il y a pour maintenant, pour proposer, il y a 6 appels avec un volume de 69 millions d'euros. Et comme d'habitude, ce n'est pas prévu d'avoir un grand nombre de projets. Alors, c'est vraiment nécessaire de créer des consortiums très forts, très diverses en termes des pays, en termes des communautés. C'est vraiment nécessaire de parler avec les communautés dehors votre communauté immédiate. Voilà, il y a toujours cette question, voilà, je ne veux pas participer dans un grand consortium parce que c'est très lourd, je n'ai pas l'expertise pour ça. Il y a beaucoup de possibilités maintenant à travers cet appel EOSC 0101. Alors, comme d'habitude, ça c'est un grand projet avec un grand consortium, probablement.
et avec un budget de 25 millions d'euros. Mais au moins 18 millions d'euros sont prévus pour le third party grant d'une taille qui est parfaite pour financer, par exemple, un CDD pour une durée de 2 ans. Voilà, à travers de ça, vous pouvez lancer un projet ou améliorer. Par exemple, vous avez un service qui est utilisable pour votre communauté, mais vous voulez mise à jour ce service pour être utilisable au niveau des IOSC. Voilà, et ça serait la possibilité pour vous de lancer un petit projet à travers cet appel. Voilà, c'est nécessaire d'attendre qui gagne cet appel, quel consortium, et après, ça prend un peu de temps de lancer cet appel pour le third party grant. Et j'espère que nous avons ça en 2024, des premiers semestres 2024. Et voilà, ça c'est quelque chose à garder pour vos communautés. S'il y a intérêt de participer dans un niveau faible, mais encore significant. Et aussi, s'il y a un partenaire dans le consortium et vous faites partie de cette partenaire, alors par exemple INRAE ou CNRS, etc., sont partenaires dans cette consortium qui gagne les appels principaux. Vous pouvez également participer comme bénéficiaire de third party grant. Il y a quelques règles, mais ça c'est possible. Voilà, il y a autre appel, je ne veux pas discuter tous les détails, mais par exemple 01, 02, ça c'est pour les aspects qualité des logiciels. Alors, si vous êtes dans ce domaine, ça c'est peut-être quelque chose d'intéressant pour vous de participer. Le troisième, c'est Planning, Tracking and Assessing Scientific Knowledge Production. Ça, c'est un peu les domaines des Data Management Plans, Machine Actionable Data Management Plans, comme nous pouvons utiliser le PID, Scientific Knowledge Graphs, etc. Si vous êtes expert, si votre établissement est expert dans ce domaine, ça, c'est peut-être quelque chose à regarder. Mais encore, comme pour tous les appels 01, c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de temps pour finaliser ça. Dans beaucoup de cas, il y a déjà les consortiums qui sont en train de former. C'est peut-être bien de réfléchir s'il y a la possibilité pour vous de connecter avec ces consortiums. 0104, 04, Next Generation Services for Operational and Sustainable EOS Core Infrastructure. Ça, c'est un peu connecté avec cette question de EOS Procurement. Alors, qu'est-ce que le travail pour créer les services à la base pour soutenir les EOS? Alors, si vous êtes expert dans ce domaine, ça c'est peut-être intéressant pour vous. Ça c'est aussi intéressant si vous êtes déjà impliqué avec la fourniture des services pour le cœur des EOS. Et dans le même contexte, les EOS Architecture and Interoperability Framework, ça c'est un peu le cadre comme nous pouvons mettre en place en European Data Space. Voilà, ça c'est. Il y a aussi la possibilité d'avoir cet cadre, cet exemple comme un modèle pour les autres espaces des données européens mentionnés ce matin. Et Trusted Environments for Sensitive Data Management, ça c'est si vous êtes impliqué avec le traitement des données sensitifs, alors par exemple données secteur médical, domaine des secteurs gouvernance publique. Ça c'est une question très intéressante. Et pour le moment, ça, c'était pas sur le focus des EOS. Et la Commission veut vraiment augmenter cette partie. Et là, il y a prévu d'avoir 3 projets. Alors, il y a aussi la possibilité d'avoir 3 projets avec un différent axe, avec un différent focus. Voilà.
Et ça, c'est pas la fin pour le programme 2023-24. Il y a aussi dans le partie 24, il y a encore les appels thématiques, par exemple, Adaptation to Climate Change. Alors, si vous êtes dans ce domaine, ça, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Aussi, là, il y a prévu d'avoir 2 projets. Il y a encore prévu de soutenir les EOS Partnership. Ça, c'est peut-être pour l'association des EOS. Et c'est nécessaire de garder aussi, ça sont les CSA, alors les appels pour soutenir services, activités déjà existants ou dans haut niveau des readiness. Voilà, ça c'était un peu un petit cours sur les appels infra-EOSC. Comme d'habitude, alors c'est vraiment nécessaire de focaliser sur cet aspect. C'est un Web of Fair Research Data and Services. Ça c'est vraiment pour connecter, pour être en interface. Et il y a déjà beaucoup des activités. Et si vous voulez proposer quelque chose, c'est nécessaire de garder qu'est-ce qui a été déjà fait, quels sont les acteurs, qu'est-ce que sont les possibilités pour vous d'augmenter la utilisabilité des EOSC. Et il y a toujours ce petit document pour avoir un peu d'informations sur les EOSC. Et n'hésitez pas à contacter moi ou les bureaux Horizon Europe au ministère si vous avez une idée pour une proposition. Merci. Merci beaucoup, Volker, c'était très bien. Après, comme je dis, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous avons déjà une petite question sur Horizon Europe InfraDev. Peut-être on peut répondre rapidement à cette question avant de passer aux autres appels. Je pense que Agnès, elle pourrait nous donner quelques explications. Oui, merci, Elena. Vous m'entendez? Oui. Ouais, Donc, très pour bien. le InfraDev 0103, donc 2023, donc c'est un appel avec une deadline, un topic avec une seule deadline. Pour des raisons budgétaires, on a été obligé de partager le budget entre 2023 et 2024. Mais c'est un même appel, une même évaluation, et le ranking se fait, et en fonction du budget disponible, certaines propositions sélectionnées auront la préparation de la bourse et la signature de la bourse faite en 2024 seulement. Le deuxième cas, donc 2024, là, c'est un nouvel appel, un nouveau topic avec une nouvelle deadline en 2024. Et c'est pour donner une opportunité supplémentaire, une flexibilité pour des soutiens à ces infrastructures de façon individuelle qui n'auraient pas été couvertes ou dont les besoins seraient arrivés après l'appel de 2023. Donc, c'est une flexibilité, une opportunité supplémentaire. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Agnès. Et donc, maintenant, passons aux 2 appels suivants. Donc, c'est InfraServe et InfraTech. Je laisse la parole à Amadou Mané et je partage mon écran rapidement pour, voilà, pour passer à InfraServe. Voilà. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, on va aborder là la thématique InfraServe et InfraTech. Pour InfraServe, on va vraiment se focaliser sur vraiment les tenants, les aboutissants et les points essentiels, puisqu'on a prévu un webinaire thématique qui sera lui dédié uniquement à InfraServe, où on pourra plus rentrer dans le détail. Néanmoins, on va vous donner déjà quelques clés pour un peu comprendre le contour de cette destination. Donc voilà, qui a ouvert et qui a une date de clôture au 9 décembre. Juste un point de rappel important qui va permettre aussi de comprendre la déclinaison des appels, c'est qu'on fait la différence entre 2 types de topics, donc les challenge-driven et les Service Advancing Frontier Knowledge. La différence entre les deux, c'est que dans le premier, on va vraiment s'adresser aux priorités et aux défis qui ont été établis par la Commission européenne comme étant prioritaires. Donc essentiellement, tout ce qui est lutte contre le changement climatique, digitalisation et aussi santé. Mais on a aussi des thématiques qui seront un peu plus axées sur la technologie, comme par exemple les semi-conducteurs. Donc là, on a vraiment des appels ciblés et thématiques qui seront ouverts par le biais d'accès aux infrastructures. Alors que dans le deuxième type d'appel à projet, on est sur des appels blancs
où on n'impose pas de discipline spécifique, on n'impose pas de domaine spécifique, à quelques exceptions près. Et là, ce sera au consortium de proposer vraiment ces inputs. On peut passer à la slide suivante. Alors, avant d'aborder rapidement en diagonale le contenu de ces slides, je voulais aussi rappeler qu'InfraServe, c'est donc la thématique qui va financer les accès aux infrastructures de recherche. Donc, quand on parle de financer les accès, on parle aussi bien d'une prise en compte des dépenses qui vont être générées par les accès, donc côté infrastructure, mais aussi une prise en charge des dépenses de voyage et des utilisateurs, ou alors tout simplement l'accès qu'il aurait gratuit, contrairement à un accès qui se fait hors projet européen, qui lui est censé être payant. Donc ici, on a un peu l'évaluation finalement qui va être faite sur tous les appels à InfraServe qui sont ouverts. Elle est un peu commune, à 2 exceptions près. Il faut que l'accès soit le plus ouvert possible. Et à ce titre-là, il y a la possibilité, évidemment, pour certains pays de participer. On peut aussi avoir des accès dans des plateformes qui ne se situent pas dans les pays membres des pays de l'Union européenne. On veut développer une synergie et une complémentarité entre les infrastructures de recherche et améliorer les services. Le deuxième volet, un accès de services de haute qualité, il est important. Dans l'évaluation des projets InfraServe, on évalue la pertinence des services qui sont offerts par les plateformes, on évalue l'accompagnement, la formation des utilisateurs, mais on évalue aussi l'impact de la recherche qui va être menée par les utilisateurs. Parce que là, les plateformes vont plus être dans le rôle de pourvoyeur de services plutôt qu'opérateur de recherche. La recherche, elle va être menée par les utilisateurs et on veut savoir et avoir des explications bien claires sur les orientations qui seront données sur cette recherche-là, les impacts, les publis et faire avancer l'état de l'art par les utilisateurs plutôt que par le travail de recherche des plateformes elles-mêmes. Comme l'a rappelé Agnès Robin, les plateformes, on sait qu'elles ont des services de recherche internes, mais dans InfraServe, c'est vraiment limité aux développements qui vont améliorer un service qui sera ouvert pendant le contrat. Je fais aussi un point important sur le lien avec les clusters et autres missions. On a vu qu'il y avait vraiment des ponts qui étaient faits entre le programme infra et le pilier 2 notamment. Agnès a présenté les appels du pilier 2 sur lequel on attendait les infras. Donc, ce qui est important aussi de garder en mémoire, c'est que même si elles ne sont pas listées explicitement, à partir du moment où une infrastructure a une contribution à apporter à un projet de recherche ou à un domaine particulier, elles peuvent émarger sur ce pilier 2. Mais le lien se fait aussi à travers le pilier infra lui-même, c'est-à-dire qu'on invite, nous les déposants, à consulter les appels ouverts dans ces autres piliers pour s'en inspirer dès la phase de rédaction de leur proposal et voir si ça peut influer ou pas tout ce qu'ils vont prévoir comme mise en œuvre d'accès et comme axe de recherche, dès la phase de rédaction, mais également en cours de projet. Pour voir s'il peut y avoir une stratégie qui soit différente en fonction des avancées ou des découvertes scientifiques qui ont été faites par un autre consortium sur un autre pilier. Donc voilà, j'ai fait un focus sur ce point parce qu'il me semble important et assez nouveau comme dispositif. Donc là, très rapidement, on est sur vraiment les critères d'évaluation qui sont spécifiques à InfraServe. On veut ouvrir un large accès aux plateformes. Cet accès, il a une vocation très importante portée sur la formation. Donc, on veut aussi que les accès servent à former une large communauté d'utilisateurs. Il y a une charte européenne sur l'accès aux infrastructures de recherche qui peut être consultée pour vraiment essayer de coller au plus proche de ce qu'on appelle un accès, de ce qui est éligible comme activité d'accès, comme activité d'accompagnement. Et tout ça doit être nourri et détaillé dans la proposition. On a fait un webinaire sur l'évaluation des projets InfraServe. On constate effectivement que parmi les points faibles qui pêchent le plus, c'est le manque de détails, le manque de précision sur les procédures d'accès, sur la formation qui va être donnée et sur tous les impacts en fait, qui vont être offerts par la thématique InfraServe. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail des 3 topics qui sont ouverts sur InfraServe.
Donc, on a le 0101, donc qui est un challenge driven. Donc là, il y a 9 thématiques qui ont été identifiées et ciblées. Donc, c'est un projet RIA et 2 projets sont attendus. Pour ce qui est du budget, tout comme le nombre de projets en financement, c'est une donnée qui est estimative. On ne sait pas exactement ce que donneront les résultats d'évaluation, mais c'est juste voilà, pour savoir que c'est un positionnement sur lequel on attend tant de projets avec un budget qui varie de cette enveloppe. Tout dépend de ce qui est proposé à l'intérieur du consortium. Si on a un projet qui est très ambitieux, ça peut justifier un dépassement de l'enveloppe. Et voilà, il faut toujours vraiment coller aux objectifs du projet. On peut aller un peu plus dans le détail de ce topic-là dans la slide suivante. Ah non, alors on les présente avant et ensuite on va dans le détail. Donc on a le 0102 qui lui va être orienté appel ouvert sur 3 domaines spécifiques ciblés, c'est-à-dire que c'est un appel ouvert dans le sens où on ne cible pas une discipline, on ne cible pas par exemple le cancer ou des résultats précis et spécifiques dans un domaine. On va juste avoir des grands domaines en fait, astrophysique notamment, ou bien sciences humaines et sociales, dans lesquels les consortia sont libres de choisir les orientations et les axes de recherche qu'ils vont développer pour repousser l'état de l'art. Et le troisième topic, on en a aperçu, c'est le co-found, donc qui est un pilote, qui lui est un appel aussi ouvert, sans ciblage de thématique, sans ciblage de discipline. Et là, on va aussi financer l'ouverture des accès, mais avec cette nuance d'une participation qui est attendue, soit de la part des infrastructures de recherche, soit de la part d'autres organismes de financement comme des organismes nationaux, pour que finalement le financement des accès des infrastructures de recherche ne repose plus uniquement sur les épaules de la Commission européenne. Et donc cet appel pilote permet d'avoir un certain nombre de dispositifs qu'on va aborder tout à l'heure, toujours dans la même finalité. On peut aller dans la slide suivante. Donc là, on reprend le tout premier topic et vous avez ici la liste des services qui sont attendus par domaine très précis. Donc, comme je vous le disais en introduction, on a aussi bien le climat que les océans, les semi-conducteurs ou la digitalisation. Sur chaque service, on a vraiment des impacts et un scope qui sont vraiment très précis. Là, encore une fois, c'est juste une lucarne sur l'appel à projet en question, mais on rentrera plus dans le détail lors d'un webinaire dédié. Et surtout, on va répondre à votre question si vous en avez déjà sur ces topics-là. Donc, on peut passer à la slide suivante pour rapidement présenter le 0102. Comme je le disais, on a des domaines, donc la biosphère, l'astronomie, la physique des particules et l'art et les sciences humaines. Et donc là, en fait, c'est le cas pour tous les appels à infraserve. On est toujours dans une logique de comment est-ce que je développe des nouvelles connaissances en favorisant les accès aux infrastructures de recherche. Donc, ça va toujours être l'accentuation sur les accès, sur la formation des utilisateurs, sur les travaux de recherche qui vont être menés par les utilisateurs grâce à ces accès, sur les synergies entre les infrastructures et sur un point important, c'est le développement des accès à distance, puisqu'on a vraiment cette possibilité, et cet appel et cette ouverture à développer tous les services en ligne des infrastructures pour aller vers une digitalisation plus marquée. Et enfin, le 0103, donc c'est le co-found pilote qui permet finalement aux infrastructures de s'adosser à d'autres programmes de financement pour financer leurs accès dans un domaine qui est libre. Les clusters ne sont pas figés, ils ne sont pas fixés, et on a toujours les mêmes attentes en termes d'impact des accès qui seront financés. Dans chacun de ces topics, on a à la fois la possibilité de demander les coûts réels engendrés par les accès, ou alors d'utiliser le levier des coûts d'accès transnationaux et des coûts d'accès virtuels par coût unitaire, qui lui aussi représente un webinaire de 2 heures à lui entier pour en faire le tour. Mais il faut bien retenir qu'on a ces deux possibilités, le coût réel, le coût unitaire.
Et on a une troisième possibilité, j'en parlerai dans la dernière partie pour tous les aspects transverses à chaque projet, qui est le cascade funding ou bien financial support to third parties, qui se retrouve aussi bien sur cette thématique d'InfraServe que sur EOSC, par exemple, et sur d'autres appels à projets européens. Donc, ce mécanisme-là suscite aussi beaucoup de questions. On va aussi essayer d'y répondre pendant ce webinaire pour que vous ayez aussi des éléments concrets à ce sujet. Infratech, donc là, on est sur une autre destination. On était sur le volet accès et services. Là, on va vraiment être sur le volet développement de nouvelles technologies, donc par le biais de travaux de recherche. On a un appel qui a été avancé parce qu'il était censé ouvrir en 2023, il sera en 2024. Et c'est l'Infratech pour réduire l'empreinte environnementale et écologique des infrastructures de recherche. Donc, il n'y a pas besoin d'expliquer les enjeux et la raison de l'avancement de cet appel à projet. On sait que c'est un enjeu majeur et puis les infrastructures de recherche sont au cœur justement de cette réflexion-là par la nature de leur fonctionnement. Et donc cet appel vise à finalement, on peut aller sur la slide suivante, finalement essayer de détecter toutes les solutions technologiques qui permettront aux infrastructures de réduire leur empreinte environnementale, d'avoir vraiment une consommation et un fonctionnement qui soit plus vert, et avec les industriels, co-développer ces solutions pour les mettre en œuvre le plus rapidement possible et pour qu'elles soient les plus efficaces et visibles possibles. Donc là, on est vraiment sur une vocation de recherche avec un volet innovation qui est présent. On n'a pas d'indication et de préconisation de niveau de maturité technologique, donc les TRL, pour laisser le champ libre au projet, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut évidemment passer d'un niveau TRL donné à un niveau plus élevé, puisque là encore, on met l'accent sur l'innovation et sur les impacts crédibles et tangibles qu'on pourra avoir. Donc là, on peut s'arrêter peut-être sur un point question-réponse avant de passer aux autres aspects. Comme le disait Elena, vous avez la possibilité de lever la main et de prendre la parole ou bien d'inscrire vos questions sur le chat. Oui, merci beaucoup, Amadou. Donc, chers collègues, nous avons quelques minutes pour vos questions. N'hésitez pas avant qu'on passe aux aspects transverses. Je vois déjà une main levée. S'il vous plaît, Monsieur Ketel. Ketel Tourzo, normalement, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Bonjour, je suis effectivement très intéressée par cet appel à Infratech 0101 qui a été avancé d'1 an. Ça implique que les équipes finalement ont à peine de 3 mois pour préparer une proposition. Je voudrais savoir si vous avez des informations sur ce qui est attendu de la Commission européenne dans un cas de ce style, étant donné que les propositions évidemment ne seront pas très bien préparées vu le manque de temps. Est-ce qu'il est préférable de se focaliser sur l'idée scientifique? Quels sont les aspects à développer? Vu le peu de temps imparti, il va falloir être les plus efficaces possible. Ou à moins que les 5 projets qui sont prévus d'être financés soient déjà plus ou moins identifiés. Avez-vous des informations là-dessus? Merci. Moi, je pense qu'il faut profiter de la présence de la Commission européenne avec nous et on va peut-être laisser nos collègues de la Commission répondre à cette question. Est-ce que Agnès, tu pourrais nous donner quelques éléments? Oui, alors je vais essayer de donner quelques éléments. Je ne compterai pas sur le fait qu'il y a un délai raccourci pour préparer la proposition pour penser qu'il n'y aura pas de compétition et que ça donne plus de liberté sur la qualité de la proposition. Je pense qu'il faudra avoir une approche très présente. On est bien conscient que le timing est un peu compliqué, mais néanmoins, oui, il y aura forcément une compétition un peu importante. Alors, ce qu'on attend, c'est que il y a l'aspect qu'on veut que ce soit des aspects qui soient communs à plusieurs infrastructures.
C'est-à-dire que c'est pas seulement le développement technologique qui est pertinent pour une infrastructure essentiellement, mais c'est quand même d'identifier des solutions intéressées à un certain nombre d'infrastructures. Donc on attend des propositions par quelque part des clusters d'infrastructures. Alors après, est-ce qu'il s'agit de clusters, les clusters usuels dans les infrastructures dans le domaine de l'environnement ou santé, etc., les classiques? Non, ça je ne suis pas sûre. Je pense que ça dépend vraiment du type d'infrastructure et quelles sont les empreintes environnementales et énergétiques de ces infrastructures. Donc ça c'est à vous de voir comment vous mettre ensemble, comment identifier les technologies, les solutions pour améliorer ces aspects-là. Je ne sais pas si je réponds très précisément à ce que... Ok, merci Agnès. De toute façon, après, si vous avez d'autres questions, on peut toujours approfondir les questions après le webinaire. N'hésitez pas à nous écrire au pcnafra.recherche.gouv.fr et vous verrez l'adresse à la fin. Et donc, on va essayer de répondre aux questions encore plus précises après, si besoin. Je vois encore une autre main levée. Monsieur Mortier-Laurent. Vous avez une question? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très Oui. bien, oui. C'est une question sur la CSA 0105. Donc, les clusters esprits sont mentionnés. Donc, ma question porte sur le cluster environnement, bien sûr, qui est très divers. Est-ce qu'on peut imaginer des réponses sur des sous-domaines? Alors, Agnès, qui me connaît, pense évidemment au domaine marin. Ou alors, l'esprit, c'est véritablement d'avoir une analyse transverse à l'ensemble du cluster. Voilà, merci. Très bien. Agnès, on te laisse répondre. On ne t'entend pas. Ah oui, le micro est coupé, Agnès. on vous donne toute liberté sur la proposition à transmettre, à soumettre. Néanmoins, plus vous allez dans des sous-clusters, plus il y aura une compétition entre les différents domaines, sous-domaines, voire sous-sous-domaines. Donc, vous prenez des risques. C'est-à-dire qu'on a toujours quand même en tête un aspect un peu d'intégration, y compris pour l'identification des roadmaps. Donc, quelque part, quand on a ce type de topic, on a en tête les clusters classiques. Alors, ce n'est pas strict, c'est ce qu'on a en tête. Après, quand vous déviez, vous devrez être convaincant vis-à-vis des experts qui vont évaluer les propositions. D'accord, très bien. Je pense que c'était assez clair. Merci. Donc, merci. Nous avons Monsieur Art Darren. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, ok. Je suis impliqué dans un centre français d'Instruct Eric. Et donc, on est impliqué dans ces projets thématiques, comme contre les Isidore, pour les pathogènes à conserve. Mais nous nous inquiétons que ce type de projet n'adresse pas la grande plupart de nos utilisateurs qui travaillent sur les autres thèmes, surtout plus fondamentaux. Quelles sont les directions dans l'avenir qui peut adresser nos soucis? Merci beaucoup. Je laisse peut-être encore Agnès répondre à cette question sur les orientations futures. Juste rappelez-moi, Isidore, c'est les pilotes, c'est les accès pilotes, c'est ça? Oui, en fait, ça adresse Vous la m'entendez? thématique des pathogènes. C'était le dernier projet spécifique de H2020, c'est ça? Qui était donc pour la lutte contre Covid. Avec son partenaire, très difficile à gérer. Ouais. Ah, d'accord. Donc, vous souhaitez savoir s'il y aura des possibilités pour la fourniture d'accès, curiosity driven,
Oui, dans c'est votre ça. domaine spécifique. Oui, Alors, exactement. donc, il y aura toujours des opportunités pour ce qu'on appelle les curiosity driven, l'accès. Je ne pense pas qu'il y aura alors, bien sûr, on va discuter, on va préparer le prochain cycle 2025 et au-delà. Du retour que j'ai, je ne pense pas qu'on va aller vers une approche hyper ciblée comme on avait un peu dans Horizon 2020 où on avait vraiment des communautés assez spécialisées, ce qu'on appelait les advanced communities, les starting communities, qui étaient un nombre de plateformes et d'infrastructures assez réduits avec des types de services très ciblés. Donc, on va maintenir le curiosity driven. On va sûrement faire une rotation sur les domaines qu'on va appeler. Est-ce qu'on va cibler quelque chose qui est vraiment spécifique au domaine couvert actuellement par Isidore ou des sous-parties d'Isidore? Je ne sais pas, je ne crois pas, ce n'est pas l'impression que j'ai. Je pense qu'on cherche quand même à avoir l'intégration de plateformes et de services qui aille un peu au-delà de ce qu'on faisait dans le passé. Ouais. Mais c'est ouvert, hein, donc je donne plus un sentiment personnel que on commence tout juste les discussions sur 2025 et au-delà. Alors, si vous avez des besoins spécifiques, effectivement, ça va être le moment de les faire remonter vers nous et vers vos responsables, vos représentants nationaux. Oui, en fait, nos besoins sont juste pour un accès pour le grand plupart des utilisateurs, la communauté, qui ne travaille pas sur ces sujets fléchés. Bon, et d'ailleurs, j'en profite et je voulais vous dire à tous, donc je rappelle, je représente aussi la France au comité de programme infrastructure de recherche. Donc effectivement, si vous avez quelques propositions déjà pour le prochain programme 2025-2027, n'hésitez pas, envoyez-moi vos idées et on sera ravis de les transmettre à la Commission européenne. Donc, je vois la main de Ketel est encore levée. Est-ce que c'est une nouvelle question ou est-ce que c'est juste la main oubliée? Ok, très bien. Donc, maintenant, je vois deux questions dans le chat, effectivement. Qui veut répondre? Du coup, est-ce qu'on répond maintenant ou est-ce qu'on répond après quand on fait les questions transverses avec Amadou? Qu'est-ce que vous voulez faire, Hélène et Amadou? Je pense qu'on peut peut-être poser la question de Marek. Alors moi, je l'ai en entier, donc je peux peut-être la dire. Donc c'est une question qui concerne donc l'Infadev 0103 sur l'individual support, et donc qui était une question sur qu'est-ce qui peut être financé en fait dans ces nouveaux projets, et en particulier est-ce que les coûts des instrumentations est éligibles, et si oui, quelles sont les conditions en fait et les recommandations pour les inclure dans le projet. Voilà. Donc, je ne sais pas si Agnès, vous souhaitez répondre à cette question. Alors, je peux essayer de répondre de mémoire parce qu'il faudrait que je regarde en détail l'appel. De mémoire, je pense que ce type de coûts sont éligibles. Ce n'est pas comme dans les infraserves où tout ce qui est équipement, etc. Donc là, de mémoire, je pense que les coûts sont éligibles, à vérifier. Mais de toute façon, même si les coûts sont éligibles, je pense que l'approche de ce type de topic n'est pas vraiment d'acheter l'équipement durable. Pour faire des développements, peut-être dans une partie limitée. Mais il faudrait quand même que je vérifie la première partie de ma réponse. Je ne connais pas tout par cœur. Parfait. Merci Agnès. Je comprends tout à fait. C'est pour ça que je dis, soit on aborde ces sujets à la fin de la discussion, soit pour ce type de questions précises, n'hésitez pas à nous écrire après le webinaire. On va essayer d'étudier le programme avec vous et voir tous ces détails. Concernant le brokerage events ou plateforme prévue au matchmaking pour l'école InfraServe, alors, on a posé la question à Rich, là, le réseau des PCN infra-européens. Pour l'instant, rien n'est prévu dans ce sens-là. Pour l'instant, rien n'est prévu dans ce sens-là. Je peux peut-être rebondir sur la réponse d'Agnès. Pendant ce temps-là, Elena, tu peux afficher la suite parce que en fait, ça fait la transition vers la suite. Je confirme que sur le call InfraDev, les équipements sont éligibles d'un point de vue réglementaire. On n'est pas sur InfraServe
Par contre, ce n'est pas l'optique et ce n'est pas la stratégie finalement qui est recherchée. Donc, il va falloir vraiment le justifier et montrer en quoi ces équipements sont un plus vers les impacts du projet. Et je reprends la question très rapidement de Madame Kettel sur l'infratech. Vous allez avoir pas mal d'orientations sur finalement les pistes que vous pouvez explorer en consultant l'European Commission Strategy for Green Deal, puisqu'en fait, on est typiquement dans ce contexte-là, et ça va peut-être vous aider à cerner certains champs qui sont plus attendus en matière de réduction d'impact énergétique et environnemental des infrastructures. Donc, on va terminer sur les questions transverses, et on va passer à la première slide pour évoquer certaines spécificités qui sont liées au call infra. Alors là, très rapidement, je ne vais pas les énumérer, mais cette slide est très importante. On a déjà une première spécificité concernant le nombre de pages. Selon qu'on se retrouve dans la destination infraserve ou autre, selon qu'on soit dans des actions type RIA, CSA, lump sum ou standard, ce ne sont pas les mêmes nombres de pages. Donc, je vous invite vraiment à être vigilant sur ça. On n'est pas sur les contenus standards des propositions par rapport aux autres projets collaboratifs. Dernier point de cette slide, vous aviez avant, donc comme je le disais, on peut avoir des coûts réels, on peut avoir aussi des coûts unitaires, et ce chiffrage et cette budgétisation étaient consignés dans un fichier Excel qui, lui, était soumis dans la proposition. Aujourd'hui, c'est plus obligatoire. Néanmoins, ils sont toujours disponibles pour vous aider à monter, à définir vos coûts. Donc sur la slide suivante, pour ceux à qui ça ne parle pas du tout, on parle de ces fichiers Excel qui permettent de déduire en cascade le coût unitaire ou le coût réel des plateformes qui aura été en fait engendré par les différentes utilisations en cours de projet. Donc voilà, cette fiche n'est plus obligatoire. Autre spécificité, on en a déjà un peu parlé dans les supports précédents, mais là, du coup, ça recense un peu les spécificités en termes d'éligibilité et de critères d'évaluation. Dans les appels EOSC, on demande vraiment de faire le lien avec le partenariat EOSC et les projets similaires et de montrer comment vous allez, à travers votre projet, contribuer à la construction et au développement d'EOSC. Le critère infraserve sur l'excellence, donc ça aussi on en a parlé. N'oubliez pas dans vos projets de mettre et de justifier l'optimisation des accès d'un point de vue développement du service, d'un point de vue amélioration de la recherche qui va être faite grâce à ces accès, l'harmonisation des procédures et le développement des services en ligne. Ensuite, les deux autres points, là, ils sont uniquement mentionnés pour les porteurs qui sont intéressés, donc je vous laisserai aller voir le détail dans l'appel à projet, mais on a des critères d'éligibilité spécifiques en termes de participation, donc les pays de la zone Amérique latine, ou bien des pays non associés et non européens dans l'Infradev 01-07. Donc là, c'est vraiment, il faut bien faire la distinction entre les appels qui autorisent certains pays et les appels qui exigent la contribution de certains pays. Et là, on est sur une exigence de la présence de certains partenaires qui sont issus ailleurs parce que ça va dans le scope finalement de la destination. Le plan de dissémination et d'exploitation n'est pas nécessaire pour les appels infraserve. Donc, dissémination et exploitation, en quelques mots, c'est tout ce qui va concerner finalement la visibilité du projet, la visibilité des actions qui vont être menées, l'utilisation finalement des résultats par à la fois la communauté scientifique, mais aussi par les pouvoirs publics et toutes les parties prenantes, et évidemment la valorisation de tout ce qu'on peut avoir comme résultat au cours d'un projet. Comme sur InfraServe, vous l'avez compris, on est sur les services, on n'attend pas de plan de dissémination et d'exploitation pour ce type de projet. Alors, dernière slide. Alors, on va faire un focus, comme je vous l'avais dit, sur InfraServe, notamment sur le pilote. Néanmoins, vous ne pouvez pas ne pas vous donner certaines informations et ne pas profiter de la présence de la Commission européenne pour répondre à certaines de vos questions sur ces sujets-là. Premier élément de clarification. Lorsque la Commission européenne
cofinancent un appel à projet. Donc, c'est le cas sur le co-fund, mais il y a aussi un infradev qui est concerné. On cofinance l'ensemble des coûts éligibles. Donc, il faut déjà se poser la question de l'assiette d'éligibilité. Et ça, c'est une question importante parce que dans InfraServe, comme l'a dit Agnès, on a par exemple les équipements qui ne sont pas éligibles. On a aussi toutes les dépenses en fait finalement d'investissement, mais aussi les dépenses de facturation interne. Donc, c'est vraiment 70% des dépenses éligibles. Et le cofinancement, eh bien, il est pareil, il doit suivre la même règle. Le cofinancement ne peut porter que sur des dépenses éligibles parce que finalement, vous allez justifier et suivre la totalité des coûts pour que la Commission européenne vous en finance une partie. Le deuxième point, c'est que le cofinancement, lorsqu'il est imposé, porte sur la contribution totale à l'échelle du consortium. Ça veut dire que chaque consortium est libre de définir si tous les partenaires vont respecter ce ratio 70-30 ou si, pour des raisons propres à certains consortia, certains partenaires vont plus prendre en charge de cofinancement que d'autres. Donc ça doit être expliqué rigoureusement. Donc, dans tous les cas, le cofinancement doit être expliqué rigoureusement, d'où vient la partie cofinancée, comment vous allez y avoir accès. Et quand vous avez aussi une répartition qui n'est pas, on va dire, linéaire entre chaque partenaire, il faut bien l'expliquer, l'écrire, et ça sera également matérialisé dans l'accord de consortium qui suivra. Ensuite, donc là, c'est un point important de compréhension et de philosophie sur cet appel pilote co-found. Donc, on a deux possibilités. La première possibilité de mise en œuvre, c'est celle qu'on connaît sur tous les projets d'accès aux infrastructures de recherche. Ce sont finalement les infrastructures qui vont être membres à part entière du consortium, soit parce qu'ils ont un statut légal qui le permet, soit parce qu'ils vont être adossés à des tutelles nationales. Eh bien, ces infrastructures seront membres du consortium et vont ouvrir leur plateforme en accès aux différents utilisateurs. Donc là, elles vont lister toutes les plateformes, comme ça se fait traditionnellement, estimer un nombre total d'accès et prodiguer finalement ces accès au cours du projet. Donc là, ça ne change pas par rapport à la philosophie précédente, qui existe toujours. On a toujours l'option Service Providers. Donc ça, c'est important aussi à notifier. D'ailleurs, c'est de manière globale. En fait, c'est une possibilité finalement qui est offerte pour limiter la taille du consortium dans un projet infra, ou alors se positionner sur un autre appel à projet qui ne relève pas du pilier infra en tant que service provider plutôt que d'être membre à part entière du consortium, c'est-à-dire qu'on ouvre sa plateforme en tant que service provider. Les utilisateurs finalement accèdent à la plateforme moyennant paiement et la facture est éligible auprès de la Commission européenne. Donc c'est un mode d'association un peu plus light qui permet de faire valoir ces services. Donc ces deux modes de participation finalement existent d'une part, et d'autre part, c'est un ou exclusif, donc c'est l'un ou l'autre. On peut utiliser à travers cet appel le mécanisme des cascade grants. Donc dans l'option des cascade grants, et là j'explique un peu ce qui est détaillé plus tard, dans l'option des cascade grants, finalement, le consortium va être... Donc là, la logique est aussi de réduire le nombre de partenaires, et à ce titre, le consortium va être resserré autour d'un nœud central de partenaires, finalement, et ce sont les plateformes qui vont ouvrir accès, qui vont postuler à un financement en cascade. Donc il y aura un certain nombre un budget qui sera dédié au financement en cascade, et le consortium va faire finalement, va jouer un peu un rôle de deuxième financeur en ouvrant, en attribuant à telle ou telle plateforme le droit d'ouvrir ses accès avec un budget qui lui est propre, avec un encadrement juridique qui devra être pensé bien en amont pour que ces plateformes elles-mêmes puissent ouvrir finalement en cascade leur plateforme aux utilisateurs. Donc ce mode de financement des Transnational Access Cost et Virtual Access Cost est tout à fait nouveau. Et donc c'est une option. On a l'un ou l'autre, mais on a vraiment une option. Après, si on choisit de fonctionner avec un consortium large,
Je crois que Darren Hart mentionnait plus de 100 partenaires ou 150 partenaires. On a toujours la possibilité de le faire. Simplement, il va falloir être très rigoureux dans l'explication du management de ce consortium, dans le fait qu'il faut être sûr que les efforts ne vont pas être dispersés et que tout pourra être centralisé pour que le projet soit bien mené à terme. Je pense que c'était la dernière slide. Je ne vais pas lister forcément les autres points, mais peut-être que ce sera abordé par vos questions sur tous ces mécanismes-là. En tout cas, vous avez ici toutes les références réglementaires qui peuvent vous en apporter plus, qui seront mises en ligne en même temps que tout le reste de cette présentation. Et en slide suivante, on a également toutes les ressources juridiques et financières. Donc, concernant les TNA, il y aura d'autres supports qui seront bientôt disponibles pour pouvoir faire le tour des questions. Et de toute façon, dans tous les cas, vous avez une adresse privilégiée pour vos questions, qu'elles soient d'ordre stratégique, administratif, financière, juridique ou autre. Et en attendant de recevoir vos nombreux mails, on vous donne la parole pour les un peu moins de 10 minutes restantes sur ce qui vient d'être présenté là, si vous avez des questions. Alors, moi, j'en profite du coup. Merci Amadou. Attendez, ouais, d'accord, très bien. Alors, Elena, je profite juste un tout petit peu de ce moment pour le temps de préparer les questions pour les personnes qui le souhaitent, pour indiquer aussi que alors on n'a pas présenté les appels 2024, mais que pour la préparation des appels 2024, il y a l'appel à projet donc de l'ANR MRSEI qui est ouvert aussi. Donc, il y a plusieurs dates de cut-off, donc voilà, d'évaluation. Donc la prochaine, donc cet appel vous permet de préparer justement, d'avoir un soutien de l'ANR pour préparer des projets collaboratifs, dont les projets infrastructures. Et donc le prochain cut-off d'appel, c'est le 9 janvier 2023. Mais il y en a d'autres après, le 3 avril 2023 notamment, et donc je vais vous mettre aussi le lien vers le site de l'ANR dans le chat. Très bien, Hélène. C'est Voilà. très utile, effectivement. Pensez à cette aide MRSEI ANR, c'était mis en place exprès pour préparer les candidatures au projet européen. Donc, et en fait, les candidatures, on peut déposer à l'ANR, on peut déposer toute l'année. Il n'y a pas de date limite de dépôt de projet, il y a juste les dates, comme a dit Hélène, où on arrête et on fait les évaluations au fil de l'eau. Voilà. De l'autre côté, je voulais aussi vous dire, donc Amadou a mentionné plusieurs fois qu'on allait faire un webinaire ciblé pour InfraServe. Ça va avoir lieu en janvier. Et donc, nous allons vous tenir au courant, mais aussi, n'hésitez pas à consulter de temps en temps la page des infrastructures de recherche Horizon Europe du ministère. Nous mettons toutes ces informations sur le site. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, parce que pour l'instant, je ne vois pas de main ni de questions dans le chat. Donc, je vais peut-être poser une question à Agnès Robin ou bien Carmen, si elle est toujours là. Peut-être que... Alors, je voulais juste en fait préciser finalement le fonctionnement du co-fund pilote quand on passe par le cascade funding. Lorsque on dit que le consortium doit être monté autour d'un nœud de partenaires qui sont des managers d'accès, est-ce que vous pourrez préciser cette notion-là? L'idée, c'est que dans le consortium le central, c'est-à-dire que celui qui va gérer le projet, on considère comme ceux qui vont habituellement gérer, organiser l'accès aux facilités. Donc, de façon typique, ça peut être, dans certains cas, ce sont les infrastructures elles-mêmes. Par exemple, de façon typique, un ERIC distribué, sauf si c'est organisé différemment pour un ERIC spécifique, mais en général, c'est l'entité légale, le central
hub de l'ERIC qui va organiser l'accès dans les différents nœuds nationaux, locaux, etc. Donc, ça serait un exemple de ce qu'on va considérer comme programme manager. Ça va être l'entité légale centrale d'un ERIC, si c'est le cas. Ça peut être au niveau national ou au niveau régional. Ce sont les entités qui sont responsables de gérer la fourniture d'accès aux plateformes. Donc, il Merci. n'y a rien qui interdit de monter un nouveau programme manager, de créer un. S'il n'y avait pas, par exemple, il peut tout à fait y avoir au sein d'un pays la décision de créer au niveau national, de gérer au niveau national la fourniture d'accès des infrastructures, et ça sera forcément alors un participant, un membre du consortium. Ou alors D'accord. c'est délégué à des organisations de recherche ou des entités spécifiques ou les infrastructures elles-mêmes. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup.